soir sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Début des sessions de rattrapage du baccalauréat 2018. Parmi les concernés, les candidats empêchés et ceux épinglés en juillet dernier pour avoir utilisé leur téléphone portable. Ils sont 157 à avoir violé l'interdiction et à bénéficier d'une nouvelle chance. Des examens qui se déroulent à l'université Ampateba. 72 heures de grève par le syndicat des travailleurs de la justice, un mouvement d'humeur décrété ce lundi et qui rallonge l'arrêt de travail observé par le site Juste déjà depuis une semaine. Une grève qui a naturellement un impact considérable sur le fonctionnement des tribunaux. Vous entendrez avocats et citoyens au cours de cette édition. Regain de violence constaté au sein de la société sénégalaise, verbale, physique, sexuelle. La violence se répand sur toutes ses formes. Des sociologues tentent de décrypter le mal. Ce sera dans un court instant. Retour de la grippe. En cette période de grosse chaleur, les pharmacies sont prises d'assaut, les hôpitaux ne désemplissent pas. La conduite à tenir pour prévenir cette maladie saisonnière au cours de cette édition. Et puis c'est officiel, le Sénégal va accueillir en 2022 les Jeux Olympiques de la jeunesse, annonce faite à Buenos Aires en présence du chef de l'État Macky Sall et du maire de Dakar, Soham El Wardini. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous, un journal que nous ouvrons avec l'éducation et c'est pour parler du démarrage des sessions de rattrapage pour le baccalauréat depuis ce lundi matin. Les candidats issus des 14 régions sont répartis entre 4 jurys et tous composent à l'université Ampateba. Les candidats qui ont été retenus pour fraude lors de la précédente session, c'est-à-dire en juillet dernier, bénéficient d'une seconde chance en attendant d'être définitivement fixés sur leur sort. Bipa Sissoko. La session d'octobre du baccalauréat 2018 a débuté aujourd'hui. L'université Ampateba a accueilli tous les candidats qui doivent composer. L'un des présidents de jury note que tout se passe normalement. Ce sont les mêmes conditions qu'au mois de juillet. À la seule différence, bien sûr, là où nous avions tous les jurys qui sont donc répartis dans l'ensemble du territoire du Sénégal pour la session de remplacement, mais tous les candidats sont réunis donc au centre Ampateba. Et tout se passe assez correctement. Donc les candidats sont arrivés à 7h30. Bon, mais comme c'est le début, on a commencé vers 8h10. Les candidats aussi ont livré leurs impressions. Je ne peux encore rien dire. De toute façon, on a fait de notre mieux. J'avais des problèmes de papier. Oui, c'est pourquoi je n'ai pas fait la section de juillet. Non, je dirais que pas mal là. Nous, on n'a même pas passé les vacances. On l'a passé à l'école, on révisait. Les candidats épinglés pour fraude lors de la session de juillet pour utilisation de téléphone ont composé pour cette session. Le président d'un des jurys apporte des précisions. Dès l'instant que le conseil de l'université ne s'est pas encore réuni, mais on leur a donné l'occasion bien sûr de refaire la session de remplacement. Mais attention, bien sûr, il y a une condition. C'est-à-dire si on arrive à leur cas, qu'ils soient admissibles ou bien qu'ils aillent jusqu'à l'admission définitive, mais on ne peut pas délibérer sur leur cas. Parce que là déjà, dans le logiciel, c'est déjà prédisposé de telle sorte que ces gens-là, on ne puisse pas délibérer sur leur cas. Ils sont obligés d'attendre le conseil d'enseignants et le conseil de discipline pour voir s'ils sont fautifs ou bien s'ils ne sont pas fautifs. Les épreuves écrites se poursuivent jusqu'à jeudi. Les résultats, quant à eux, sont attendus d'ici lundi. À Guet-Ndar, les populations ont décidé d'en découdre avec les autorités suite à la fermeture du principal établissement de la zone, l'école Cheikhou Touré. Une école fermée par le préfet pour éviter son endommagement par la mer, mais les riverains ne l'entendent pas de cette oreille. Ils ont fait sortir les élèves de l'école voisine après décision du préfet et menace de déloger d'autres apprenants si rien n'est fait pour la réouverture de leur établissement. Ousseynou Diop, Habib Sek. Les parents d'élèves de l'école élémentaire Cheikhou Touré de Guet-Ndar sont très déterminés pour la réouverture de l'établissement fermé par arrêté préfectoral pour des raisons de sécurité. L'école est complètement menacée par l'érosion côtière suite à la furie de la mer. Ce lundi, ils ont délogé les élèves de l'école voisine Abdoulaye Mbengue Khali et menacent de descendre prochainement dans la rue. Donc nous ne voyons pas la nécessité de la fermeture hermétique de l'école Cheikhou Touré. Nous constatons maintenant
que vraiment ces gens-là veulent laisser nos enfants à rate. Ces gens-là veulent vraiment écarter Cheikh Touré Ablaye Mekhal de la carte de Saint-Louis. Ces gens-là ont des profils très bas. Même en récupérant leurs 20 mètres qu'ils disent un peu partout, Cheikh Touré gardera ses 9 classes. Les Guendariens dénoncent la fermeture de l'établissement et le silence des autorités académiques de Saint-Louis. Mekhal peut garder plus de 9 classes. Nous demandons à l'État, au président de la République, de venir ou bien d'envoyer des experts pour nous chercher des solutions. Parce que les gens qui sont à Saint-Louis vraiment sont limités. Et je dirais, ça m'engage, ils ne voient que la longueur de leur nez. Ils ne vont pas loin. Ils ne font que fermer. À l'école Abdoulaye Mbengue Khali, où les cours n'ont pas pu se dérouler, les parents d'élèves soutiennent les manifestants et comptent bloquer le système éducatif. Et nous avons décidé, avec les deux comités de gestion des deux écoles, de suspendre les cours jusqu'à nouvel ordre. Donc nous sommes venus ici pour sortir nos élèves jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que les autorités... Parce que les problèmes qui sont à l'école Abdoulaye Mbengue, à l'école Cheikh Touré, sont les mêmes problèmes qui sont à l'école Abdoulaye Mbengue Khali. 1404 élèves sont inscrits dans les deux écoles de Gendar, mais avec l'avancée de la mer, les écoles ont perdu plus des 2/3 des salles de classe avec la fermeture de Cheikh Touré par le préfet de Saint-Louis. Les parents d'élèves, eux, disent niet et exigent sa réouverture dans les plus brefs délais. Parlons à présent justice avec le site Juste qui poursuit son mouvement d'humeur. 72 heures de grève décrétées à l'issue d'une semaine d'arrêt de travail. Des avocats rencontrés par nos reporters dénoncent un blocage du système judiciaire. Ils interpellent l'État et lui demandent de réagir face aux désagréments causés aux justiciables, mais aussi aux acteurs judiciaires. Al-Hassan Ba. C'est la galère au tribunal de Dakar. Les justiciables et les avocats souffrent. Le site Juste ne lâche pas. 72 heures de grève encore pour maître Aboubakri Baro. Cette situation prend des proportions inquiétantes. Ça porte préjudice et aux avocats, aux justiciables, la justice de façon générale. Car tout est bloqué présentement. Il n'y a que des dossiers dans lesquels il y a des trafics ou des agents de chambre indiens qui sont retenus et jugés. Force est de reconnaître que c'est une grève qui cause beaucoup de préjudice parce qu'aujourd'hui, figurez-vous qu'il est impossible d'obtenir un casier judiciaire. Il est impossible d'obtenir un certificat de nationalité. Il est impossible de faire une déclaration d'appel par le greffe. Il est impossible d'obtenir la délivrance d'un jugement ou d'un arrêt. Il est impossible de faire un appel. Il est impossible de faire un pourvoi en cassation devant la Cour suprême. Des procès renvoyés de manière systématique s'y ajoutent des détenus qui devaient être jugés dans des délais, mais qui ne le sont pas. Ceux qui sont en prison n'ont rien à voir avec cette grève. Et vous savez que cette grève a des répercussions. C'est tout à fait injuste. À la limite, ça devient une détention arbitraire. Et c'est pourquoi nous avons demandé au juge, au tribunal, de mettre en liberté ces personnes. Il y va du respect des libertés fondamentaux. Et ça pose des problèmes de responsabilité même pour l'État. Parce que demain, si à cause du fonctionnement défectueux du service public de la justice, quelqu'un subit un préjudice, mais il sera contraint d'engager la responsabilité de l'État. Si aujourd'hui vous perdez votre affaire parce que vous n'avez pas pu faire appel ou bien parce que vous n'avez pas pu faire votre pourvoi, du fait de la grève, mais vous allez le faire constater et engager la responsabilité de l'État. L'État doit réagir, vite réagir de l'avis de maître Amadou Ali Khan pour décanter la situation. Et puis, autre infrastructure à l'arrêt ce lundi. Il s'agit des chantiers du train express régional à hauteur de Colobane. Sur place, les ouvriers ont suspendu les travaux pendant plusieurs heures. Ils exigent de meilleures conditions de travail et accusent le groupe des Eiffage d'être à l'origine de cette situation à Lungué. C'est le désordre total ici dans ce chantier du train express régional. Des ouvriers très en colère contre leurs employeurs. De mauvaises conditions de travail seraient à l'origine de leur manifestation. Notre manifestation, c'est long. Les paiements sont mauvais. C'est mauvais salaire. Il y a des gens qui ont payé 45 000. Ce n'est pas normal. Les conditions de vie, ce n'est pas normal. On n'a pas de salaire. Il y a des gens qui ont déposé ici 6e B. On a diminué leur catégorie. Ces ouvriers
pointe du doigt le groupe FH. Les Turcs nous payent. Si les Turcs nous payent, on a d'argent. Le problème, ce n'est pas les Turcs, c'est FH. S'ils étaient les Turcs, on va nous bien payer. Mais FH qui prend le paiement, il nous paye de mauvais paiements. La direction apporte des éclairages et pense que ces ouvriers doivent mieux s'organiser. Il faudra qu'on regarde comment améliorer la condition d'existence de ces ouvriers par rapport aux autres. Si c'était ces Sénégalais tout court, il n'y aurait pas de problème. Mais on ne peut pas payer un Turc 1 million et quelques. Comment? Il y a plusieurs Turcs qui sont là et qui se permettent même de dire aux Sénégalais vous n'êtes pas bien payés. Ça c'est frustrant. Ils sont plus de 300 personnes, ils sont plus de 300 Turcs ici présents dans ce pays. Et ils sont très bien payés parce que c'est les Turcs qu'on a pris de l'extérieur. Que les travailleurs fassent une délégation, qu'ils fassent des propositions, venir discuter avec la direction du projet pour qu'on essaie d'améliorer le salaire des travailleurs. Des ouvriers qui expriment leur ras-le-bol après quelques mois de dur labeur. Malgré ce mouvement d'humeur, la livraison du train express régional est prévue en janvier 2019. Allez, hors de Dakar, focus sur Ndem, ce village soixantenaire du département de Louga qui fait face à un manque criard d'infrastructures sociales et de base, ce qui constitue bien entendu un frein dans son développement. La localité située dans la commune de Guet-Ardo ne dispose ni d'eau ni d'électricité et les populations sont obligées de se rabattre sur le seul puits qui existe dans la zone. Elles réclament de meilleures conditions de vie et d'existence. Tchernofal. L'accès aux services sociaux de base est aujourd'hui la principale préoccupation des habitants du village d'Ndem. Créé depuis 1955, cette localité située dans la commune de Guet-Ardo fait face à un manque total d'infrastructures. Le village, ça date de 1555. Et depuis lors, nous, les parents qui se sont passés, c'est comme ça. On vient, on vit, on passe. Et avec des conditions très même difficiles. La localité ne dispose toujours pas d'électricité et pourtant, elle se trouve non loin des poteaux électriques qui traversent la zone. La haute tension, vous le voyez, c'est presque même 20 mètres. On ne fait pas même 20 mètres pour entrer au village. Mais nous, depuis lors, comme si nous ne faisons pas partie du pays. Et cela est vraiment déplorable. Dans ce village, trouver le liquide précieux est aussi un véritable calvaire pour les femmes qui sont obligées de se rendre tous les jours au puits pour avoir de l'eau douce. Elles sont très fatiguées. Elles se lèvent au milieu de la nuit pour se rendre au puits pour avoir de l'eau à boire. Et même les femmes en état de grossesse, elles parcourent des kilomètres et des kilomètres pour rejoindre le village de Garki ou de Ndiagne. Une femme en état de grossesse avec une charrette, c'est vraiment déplorable. Ça date vraiment de Senghor. Dans un autre registre, les villageois déplorent le manque de moyens pour travailler. Ici, en dehors de l'hivernage, les jeunes qui n'ont rien d'autre à faire sont obligés de déserter le village pour aller dans les grandes villes. La saison des pluies, ça dure que 3 mois. Et vraiment, c'est difficile. Après la saison des pluies, on n'a rien à faire. Les jeunes, ils sont là, ils veulent travailler, mais ils ne trouvent pas de financement pour aller en avant. Le village d'Ndem se situe dans la commune de Guet-Ardo, dans le département de Louga. Sa population, estimée à plus de 3000 âmes, est composée essentiellement de Wolofs qui s'adonnent à l'agriculture et à l'élevage. Les transporteurs de Bignona, eux, réclament des infrastructures pour accompagner le renouvellement du parc automobile par l'État. Alors, pour la petite histoire, dans le cadre de renouvellement et de la modernisation du parc automobile de Bignona, l'État a décidé d'octroyer aux transporteurs des bus Tata. Une situation dont les transporteurs se félicitent, mais ils réclament plus de routes pour accompagner ce programme, estimant que les routes de Bignona ne sont pas bonnes. À ce propos, je vous propose d'écouter Yagouba Djante, porte-parole des transporteurs au micro de Bakary Konté. La modernisation du transport dans le département et la commune de Bignona constitue une innovation de taille, en ce sens que la mobilité urbaine constitue une réalité pour la commune de Bignona. Après une petite enquête, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas moins de 2000 motos Jakarta qui opèrent comme transport urbain. Il n'y a pas moins de presque une cinquantaine de taxis clando qui opèrent dans la commune de Bignona. D'où l'importance de la mobilité urbaine. Dès l'instant que l'État décide d'envoyer une bonne dizaine de véhicules, je crois que ça constitue un point essentiel en tout cas pour le développement du transport dans la commune de Bignona. Si ça peut poser problème, il s'agit d'un besoin des populations de Bignona. Maintenant, comment faire pour améliorer, tout en tenant compte de l'état des routes et voir avec l'État comment améliorer prochainement les routes pour au moins augmenter le réseau routier, comme partout ailleurs. Absolument. Et je crois que c'est une demande, c'est une nécessité. C'est une nécessité pour développer le transport urbain, impérativement parce que les quartiers les plus éloignés souvent sont dépourvus d'infrastructures routières.
Et puis pas loin de Bignona à Sédhiou, justement, une forte pluie accompagnée d'un vent violent a causé d'énormes dégâts. Des toits de plusieurs maisons ont été emportés, des poteaux de la Sénélec, des toits de plusieurs maisons plutôt ont été emportés, des poteaux de la Sénélec également ont cédé à la furie du vent. 2 véhicules ont été endommagés et la circulation a été bloquée sur l'axe Sédhiou-Marsassoum. C'est toujours une correspondance signée Bakary Conté. Les poteaux électriques de la Sénélec par terre, conséquence, une coupure générale d'électricité depuis hier. La circulation a été bloquée sur l'axe Sédhiou-Marsassoum à cause d'un arbre complètement déraciné par le vent. Un véhicule taxi-bagage et une camionnette endommagée. Parfois, ce taxi-bagage passe la nuit ici. Tôt le matin, s'il trouve des bagages, il quitte. C'est sur ces lieux que l'arbre est tombé sur le véhicule. La route est barrée, la déviation qu'on tente de créer traverse notre atelier. Cependant, on ne pourra pas travailler. Et nous sommes des ouvriers. Nous ne pouvons pas avoir la dépense quotidienne. Les habitants trouvés sur les lieux demandent à la mairie de tailler les vieux arbres. Les grappes sont tombées partout, donc nous on demande le monsieur le maire, il n'a qu'à faire tout pour tailler les arbres, les arbres. C'est bon, tout ça c'est pas bien comme ça, parce qu'il y a des enfants qui passent la nuit ici, les véhicules qui passent la nuit pour casser tout moment. Il faut amener un dégât à tout moment. La gendarmerie, les eaux de forêt et le préfet de Sédhiou étaient sur les lieux. Depuis l'année dernière, on avait l'information. C'est-à-dire que les eaux et forêts avaient recensé les arbres menaçants en ruine qui se trouvaient dans les artères et dans certains centres stratégiques, notamment le camp militaire. Nous, depuis lors, on avait tenu également une réunion avec la mairie. On avait adressé une correspondance à la mairie pour lui dire de prendre les dispositions nécessaires pour abattre ces arbres-là. Le problème qui se pose, il n'y avait pas un dispositif local, parce que il y avait le seul tir fort qui existait dans la zone se trouvait à Ziguinchor. Alors, on a démarré l'opération, on a déjà élagué les arbres qui sont au niveau du camp militaire, zone militaire. Les populations demandent à la mairie de tailler ces arbres avant l'hivernage prochaine pour éviter de pareilles situations. Et puis la recrudescence de la violence dans Dakar et sa banlieue, on en parle ce soir dans ce journal. Retour sur une histoire largement relayée dans la presse et concernant la mort de Cheikhou Sakho, douanier de profession. L'homme se serait suicidé selon des sources proches de l'enquête. Une enquête qui va désormais connaître une autre tournure, étant donné que beaucoup de commentaires avaient été faits sur cette affaire, allant même jusqu'à impliquer l'épouse de la victime. Des commentaires qui remettent au goût du jour le non-respect de la présomption d'innocence. Le récit est signé Mambiram Diouf. Le suicide reste la thèse la plus plausible au stade actuel, selon une source proche de l'enquête, et aucune arrestation pour le moment, comme pour faire taire les nombreuses supputations sur cette affaire qui défraie la chronique. La section de recherche de la gendarmerie qui s'est saisie de l'affaire justement avance à grands pas dans les investigations pour y voir un peu plus clair sur la mort du douanier Cheikhou Sakho vendredi dernier à Keur-Massar. L'autopsie ayant déjà été faite depuis hier, ce qui semble donc être des accusations contre son ex-épouse qui serait la commanditaire viole la présomption d'innocence. Le frère du défunt justement repris par certains médias qui la reprochent même d'avoir proféré des menaces de mort à l'encontre de son ex-époux après que ce dernier a eu une seconde épouse. La suite réservée à cette affaire de mort d'homme et que seule l'enquête peut éclaircir en identifiant également le mobile devrait faire adopter un certain recul pour une analyse plus juste. Allez, parlons santé à présent avec le retour constaté de la grippe, une maladie saisonnière. En cette période de grosse chaleur, eh bien, les hôpitaux ne désemplissent pas. Dans les pharmacies, les médicaments qui soignent la grippe s'arrachent comme des petits pains. Les acteurs de la santé nous donnent quelques conseils pour se prémunir contre cette maladie qui, mal soignée, peut être grave, cher Diop. Ça fait 4 jours que je suis un tout petit peu alité. J'ai des crampes, j'ai mal à la tête, je suis enrhumé. Les hôpitaux ne désemplissent pas en cette période hivernale. Parmi les motifs de consultation, la grippe figure au premier plan. La chaleur accompagnée à l'humidité, donc c'est des conditions qui sont propices à la multiplication des virus. Actuellement, sur 5 patients, au moins les 3 c'est la grippe. C'est-à-dire, quand on prend par exemple, pour les 24 heures, on fait au moins 200 patients par jour. Le constat est là,
Même dans les officines, les médicaments qui soignent la grippe sont les plus vendus. Ces temps-ci, on a beaucoup de cas de grippe et de palu. En ce qui concerne les médicaments antigrippales, il y a le Fervex qui sort beaucoup. Il faut dire que là, ces temps-ci, les ventes sont un peu plus importantes que les autres mois. Une maladie qui peut s'avérer dangereuse et contagieuse. Avec une contamination très rapide quand même, parce que la contamination se fait soit par les salives, donc les gouttelettes de salive qu'on émet en toussant ou bien en éternuant. Donc ce qui fait que quand vous partagez la même pièce avec quelqu'un qui a la grippe, donc facilement vous pouvez attraper la grippe quand la personne éternue ou bien quand la personne tousse. C'est d'abord les personnes atteintes de grippe et que ces personnes-là, c'est les premiers maillons de la prévention, c'est-à-dire pour pouvoir au moins arrêter la chaîne de contamination, que ces personnes-là évitent de partager les mêmes pièces avec les personnes qui n'ont pas de grippe. Une pathologie qui peut être fatale aux personnes âgées. Les acteurs de la santé exhortent les populations à se faire soigner le plus tôt possible. Hors de chez nous, le Cameroun dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle. L'occasion saisie par la rédaction pour retracer le parcours de Paul Biya, l'inamovible Paul Biya. 36 années au pouvoir, un régime plus que contesté et 7 mandats très mouvementés. Le récit est signé Maïmouna Ndiaye. Il est le président le plus vieux du continent africain. À 85 ans, Paul Biya briguait un 7e mandat consécutif. 36 ans au pouvoir, régime souvent qualifié d'autoritaire. Le 6 novembre 1982, il devient président de la République du Cameroun. 2 années plus tard, il échappe à une tentative de coup d'État par des membres de la garde présidentielle. Des personnalités arrêtées, parmi elles le président Ahidjo, condamné à mort par contumace, puis gracié par Biya. Biya, le seul candidat élu président en 1984 et 1988. Lors des premières élections multipartites, il est aussi donné vainqueur face à John Froudi, 40% contre 36%. L'opposition conteste, mais pas de changement. En 1997 et 2004, il est également en tête des scores respectifs 92% et 70% des voix. Avec le projet de révision de la Constitution voté à l'Assemblée nationale en 2008, les contestations se multiplient. En octobre 2001, Paul Biya est réélu avec 78% des voix. Beaucoup de doutes dans ce scrutin. La Cour suprême rejette un appel de l'opposition destiné à annuler l'élection. 36 ans de pouvoir, un bilan critique. En 2018, le président camerounais s'accroche toujours au fauteuil présidentiel, loin d'être le favori face aux 7 candidats qui l'affrontaient. Le scrutin de ce dimanche se traduit par des violences et une forte abstention. Les résultats officiels attendus d'ici quelques jours. Et une page des sports que nous ouvrons avec cette bonne nouvelle. C'est officiel, le Sénégal va accueillir les Jeux Olympiques de la jeunesse. L'annonce a été faite à Buenos Aires en présence du chef de l'État, Macky Sall, à la tête d'une très forte délégation, dont Madame le maire de Dakar, Soham El Wardini. Les compétitions vont donc se dérouler entre Dakar, Diamniadio et Saly. Et à ce propos, le chef de l'État, Macky Sall, annonce la construction d'un stade olympique de 50 000 places, ainsi que la réfection du stade Léopold Sédar Senghor d'une capacité de 60 000 places. Le président Macky Sall a profité de l'occasion pour renouveler ses félicitations à l'équipe qui a porté la candidature du Sénégal sous la direction dynamique de Mamadou Diagne, le président du CNOS que vous voyez sur ces images. Et nous restons avec ce sujet pour sa 4e édition. Donc les Jeux Olympiques de la jeunesse vont se dérouler dans notre capitale Dakar. Ce sera en 2022 un événement sportif pour les jeunes de la tranche d'âge 14-18 ans du monde entier. Ces derniers
derniers se défieront sur 32 différents sports avec quelques particularités spécifiques aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Pour plus d'éclairage, je vous propose de suivre ce récit. Il est signé Cheikh Salibou Diarra. Inciter les jeunes du monde entier à pratiquer un sport, c'est l'objectif des Jeux Olympiques de la jeunesse. Un événement sportif de 10 à 12 jours, né d'une idée du président d'honneur du Comité international olympique, le Belge Jacques Roch, en 2001. Elle se concrétise en 2010 avec la première édition qui s'est tenue à Singapour. 4 ans plus tard, les Jeux Olympiques de la jeunesse se déroulent à Nankin, en Chine. Ils se tiennent actuellement à Buenos Aires, en Argentine, pour les besoins de la 3e édition. Dakar, capitale du Sénégal, va prendre le relais en 2022, la première en Afrique. Les Jeux Olympiques de la jeunesse ont pour mission de former et d'influencer les jeunes pratiquants pour qu'ils jouent un rôle actif dans leur communauté. Un événement de grande envergure. Pour l'édition de 2018, pas moins de 206 délégations, dont une de réfugiés, sont présentes. 4000 jeunes athlètes prometteurs âgés de 15 à 18 ans se défient sur plus de 240 épreuves de 32 sports. Les Jeux Olympiques de la jeunesse, c'est également quelques particularités. Le basketball se joue dans des oppositions de 3 contre 3. Le breakdance figure aussi parmi les compétitions pour rappeler que cet événement n'est pas une mince affaire pour le pays hôte, tant sur le plan organisationnel et performance sportive. Retour chez nous pour aborder ce premier galop des Lions en vue de leur double confrontation contre le Soudan à Léopold Sédar Senghor. 9 joueurs sont au rendez-vous pour le moment. Le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, a axé la première séance d'entraînement sur le décrassage en attendant que le groupe soit au complet. Nous l'écoutons au micro de Mamadou Fala. La plupart des joueurs qui étaient là ont joué vendredi ou samedi. Donc c'est une séance de reprise basée sur les fondamentaux techniques. Donc le gros de la séance commencera demain en fait. La taille du client, comme vous le savez, il n'y a pas de petite équipe en Afrique. Madagascar, on a réussi à prendre un point là-bas malgré les conditions très difficiles. Effectivement, tout n'a pas été parfait sur ce match parce que j'estime qu'on peut faire beaucoup mieux que ça. Demain, c'est le Soudan qui a perdu ses deux premiers matchs. Donc c'est un match décisif pour eux, c'est un match important pour nous. Et nos Lions sont actuellement en plein dans la préparation de leur confrontation avec le Soudan. Djibril Diaw et Racine Colli, appelés en renfort, feront leur premier pas dans la tanière hauteur de performances individuelles mitigées avec leur club ce week-end en Europe, Cheikh Salibou Diarra. 2 nouveaux visages vont faire leur première apparition dans la tanière des Lions du Sénégal qui entame ce lundi la préparation de la double confrontation avec le Soudan. Le défenseur central Djibril Diaw, 23 ans, qui évolue au club Corona Kielce en Pologne. Racine Colli est lui un défenseur latéral gauche de 22 ans. Le sociétaire de l'OGC Nice remplace dans la sélection Lamine Gassama, déclaré forfait. Il se rajoute aux 22 autres sélectionnés qui n'ont pas brillé individuellement en club ce week-end. En Angleterre, Sadio Mané n'a pas été tranchant dans le choc Liverpool-Manchester City, sanctionné par un nul blanc. Comme à son habitude, Gana Gueye a activement participé au succès arraché par Everton à Leicester. Cheikhou Kouyaté, qui peine encore à gagner une place de titulaire dans l'équipe de Crystal Palace, a joué 18 minutes dans la défaite face au Wolverhampton. En France, le gardien de but rémois Edouard Mendy a tenu son rang dans le duel entre promus en Ligue 1. Reims-Nîmes terminé sans but. Son homologue rennais Abdoulaye Diallo a eu plus de joie avec la victoire de son club, malgré le but encaissé. Ses coéquipiers attaquants Ismaïla Sarr, de retour de blessure, et Mbaye Niang n'ont pas marqué. Moussa Konaté est aussi resté à fond pour la 5e fois de suite en dépit de la victoire de son club amiéen devant Dijon. Le milieu de terrain Cheikh Ndoye a joué sa partition sans plus dans le nul 2 buts partout, arraché par son équipe Angers face à Strasbourg. Son compère Alfred Ndiaye a été plus décisif. Son but a permis à Malaga, leader de la Liga 2 espagnole, de ramener un nul de la Corogne. Le défenseur Salif Sané de Schalke 04 retrouve également le sourire. Son club vainqueur de Fortuna Düsseldorf est sur une série de 2 victoires consécutives en Bundesliga allemande. En Série A italienne, Kalidou Koulibaly a regoûté à la victoire avec Naples qui a dominé Sassuolo 2-0. Diao Baldé Keita, titulaire une fois n'est pas coutume avec l'Inter, n'a pas été étincelant dans la victoire des Nerazzurri aux dépens de Spal du gardien de but Alfred Gomis. Tout comme Baye, l'attaquant de Kassim Passa, qui a étrié Gostepe de Lamine Gassama sorti sur blessure durant la rencontre. Un week-end pas très prolifique pour les sélectionnés d'Aliou Cissé qui, espérons-le,
vont retrouver de l'efficacité samedi 13 octobre face au Soudan. Et voilà qui met fin à cette édition que je suis ravie de vous avoir présentée. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite de programmes sur la TFM. Excellente soirée. Bon début de semaine à tous. À demain.